Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord de votre invitation. Je suis très heureux d'être ici. Là, on va descendre d'un cran. Ça veut dire qu'on va avoir une organisation sur le terrain. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, vous verrez la participation du pôle Ballard, des pôles de compétitivité, à l'Institut Carnot. Et donc, voilà, c'est l'application, c'est les travaux pratiques, si vous voulez, des conférences précédentes. Donc, le pôle Ballard, juste rappeler qui est Ballard, c'est un ancien chimiste qui a été l'inventeur du brome à partir de l'eau de mer. C'est une figure qui, sur la région de Montpellier, a compté comme d'autres chimistes importants. Il y a une tradition de la chimie à Montpellier qui est très ancienne et une communauté de chimistes qui est extrêmement importante. Et il fallait organiser cette communauté de chimistes. Alors l'histoire est intéressante parce que, d'abord, je ne suis pas chimiste. Il ne fallait pas un chimiste pour organiser la communauté. Et cette organisation est partie de la volonté de deux personnes à caractère fort. D'une part, notre président de région de l'époque, qui était Georges Frêche, qui avait un fort caractère, et d'autre part, la directrice générale du CNRS, qui était Catherine Bréchignac, qui était aussi une personnalité. Et donc l'idée, c'était de dire, on savait que nos chimistes étaient d'excellente qualité, puisqu'ils étaient bien cotés par toutes les instances d'évaluation, et ils se présentaient à nous dire, on est bon, donc il faut que vous nous donniez de l'argent. On leur disait, mais quelle est la plus-value que vous apportez en termes d'emploi, d'employabilité, de chiffre d'affaires, etc., à la région? Et donc on a dit, ok, on est prêt à vous soutenir, mais on va vous poser un certain nombre de conditions. La première des conditions, alors je suis toujours gêné quand j'ai des choses comme ça à faire, parce que voilà à peu près l'ensemble de la communauté des chimistes de Montpellier, des établissements qui interviennent, des instituts de recherche, une école doctorale, etc., un institut Carnot, une association ChemSud, etc. Et ça, c'est les noms des instituts qu'il fallait par conséquent organiser, qui existaient, si je puis dire. Alors on leur a dit, premièrement, on va faire venir un expert mondialement reconnu, en l'occurrence il s'agissait du professeur Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie, pour qu'il nous dise est-ce qu'il y a un potentiel dans Montpellier suffisant pour monter une opération d'envergure qui au total nous a coûté pas loin de 120 millions d'euros quand même. Donc Jean-Marie Laine est venu passer une semaine, il nous a remis un rapport en disant effectivement sur Montpellier, c'est un des sites qui compte dans la chimie en France, avec Strasbourg, Montpellier, évidemment Paris est toujours présent dans toutes les disciplines, et Bordeaux autour d'Hagen-Müller. Donc on est parti sur cette organisation et on a commencé à mettre... Je ne vois pas très bien... Voilà, donc ça, ce sont des structures qui sont relativement importantes. Voilà ici le comité de pilotage. Alors pour vous situer les gens, moi je suis ancien président de l'université, et M. Constantin qui est ancien préfet de région. Donc voilà à peu près les gens qu'on a pris. Et puis ici vous aviez à peu près toutes les structures qui sont représentées. Alors ça, c'est extrêmement important parce qu'on a dit aux chimistes, vous allez nous présenter un projet, mais on le fera évaluer par un conseil d'orientation scientifique. Ce conseil d'orientation scientifique était composé, je dirais, à part égale de scientifiques de très haut niveau français. Donc par exemple, le président Bernard Meunier, c'est un chimiste, mais président de l'Académie des sciences. On avait deux autres académiciens dans le conseil. 3 étrangers, donc un prof de Stanford, donc voilà, ça vous situe à peu près le niveau, et ensuite on avait 3 industriels, donc on avait un tiers de personnalités capables non seulement de porter un jugement sur le projet, et nos chimistes n'avaient pas beaucoup aimé parce qu'ils avaient peur du jugement, mais surtout de les aider à reconfigurer le projet, ce qui fait que quand le projet final a été adopté, d'ailleurs, il a postulé pour un LABEX, Labo d'Excellence, c'est une opération qui a été mise en France par le ministère en France. Il a été automatiquement accepté puisque notre conseil scientifique était d'un niveau supérieur au jury international qu'avait mis en place le ministère. Donc voilà. Mais c'était vraiment une opération extrêmement importante. Et donc vous voyez ici, il y avait à peu près 3 directions scientifiques, dont une qui concernait le partenariat et la valorisation. C'est un peu le sujet qui nous occupe aujourd'hui.
Voilà, ici je vous ai donné, on va passer très vite, mais c'est la qualité des personnalités qui étaient dans le conseil scientifique qui vous confirme la répartition que je viens de vous donner, aussi bien en termes de personnalités françaises, étrangères et de partenaires industriels. Alors l'idée c'était effectivement d'avoir une offre complète, mais le système français, je suppose que dans beaucoup de pays il est comme ça, on avait une séparation, je vais dire, géographique entre les universités, le campus CNRS et évidemment les industriels qui sont sur leur propre territoire, si je puis dire. Donc l'idée au départ c'était de dire on va faire un campus intégré dans lequel on trouvera à la fois la formation et la recherche, mais également des industriels. Les industriels, il y avait deux types d'industriels. Alors il y a les projets dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire tous les projets émergents à partir de l'incubateur qui a été mis sur le site, mais aussi on voulait avoir des équipes de recherche de grands groupes, en particulier Total, Sanofi, etc. Et donc on a prévu dans le projet que je vous présenterai tout à l'heure un hôtel d'entreprise, dans lequel ces grands groupes ont mis des équipes à eux. Et je vais revenir sur un point qui me paraît extrêmement important. Quand vous créez un campus comme ça, le point essentiel, c'est de trouver des lieux de rencontre naturels, de telle sorte que les gens des différentes origines puissent se voir, se rencontrer. Évidemment, la cafétéria est un endroit extraordinaire parce que ce sont des chimistes qui appartiennent soit à Total, soit à Sanofi, soit à d'autres groupes, et ils rencontrent les chimistes qui sont dans les labos, naturellement dans les labos CNRS ou l'université. Ils ont l'occasion de discuter et de parler de leurs propres compétences et leur propre travail, et vous voyez émerger les projets communs naturellement. Si dans une organisation territoriale, on n'a pas pensé à ces points de rencontre naturels, on est passé à côté de quelque chose parce que la tendance des institutions, c'est chacune de se replier sur elle-même et de garder son quant à soi, si je puis dire, de garder ses prérogatives. Ça, c'est un problème très délicat à résoudre. J'espère qu'on y est arrivé, en tout cas qu'on y arrivera. Bon, ça, c'est juste pour vous donner à peu près le poids de la chimie à Montpellier. Donc, vous voyez que c'est un peu assez important. Vous avez ici les publications, les brevets internationaux. Je ne vois pas très bien sur ce... Il vaut mieux que je le mette là. Voilà, donc vous voyez qu'on fait partie d'un institut Carnot. On a 145 entreprises en région et ça génère à peu près 4000 emplois sur la région Languedoc-Roussillon. Donc ça vous donne une idée du poids, si vous voulez, de cette chimie. On a travaillé énormément donc, avec les organismes comme le CNRS et le CEA. Alors dans l'axe formation-recherche, on a effectivement développé essentiellement pas mal de masters à visée technologique sur tout ce qui concerne les matériaux, tout ce qui concerne les biomolécules, et chaque fois en partenariat avec nos collègues de l'industrie, soit PMI, soit grands groupes, pour définir les programmes. Et donc on a un nombre de masters, enfin, on a un master chimie décliné en différentes options qui correspondent chaque fois à un secteur porteur en termes d'innovation. Voilà, ici vous avez l'offre de formation, elle a été construite avec les groupes dont je vous parlais à l'instant. Très souvent, l'habitude dans les universités françaises, c'est que les professeurs, les maîtres de conférences, etc., définissent leur propre programme, l'envoient à un comité qui l'agrée, et ensuite on nous dit, mais les gens que vous formez ne correspondent pas à nos besoins. Donc on voulait passer au-delà de cette problématique, et voilà à peu près ce que ça a donné. Et vous voyez que le taux d'emploi, il est quand même intéressant puisqu'il est à 100% à 6 mois. Mais évidemment, la raison, c'est qu'on a travaillé avec les gens qui sont censés recruter ces étudiants qui ont été formés. Alors, en ce qui concerne... Je suis vraiment gêné là parce que les couleurs, je vais être obligé de venir là, excusez-moi. La vache n'arrive pas à y voir. En ce qui concerne oui, alors donc ça nous l'avons vu, c'est la stratégie par conséquent des projets communs sur l'énergie et ses vecteurs, la valorisation des ressources naturelles et les procédés de la chimie durable, la santé et la protection de l'homme, puisque nous avons je vous ai dit tout à l'heure, il y a 4 instituts, un qui est l'Institut Jean-Marc Mousseron, qui était un biochimiste célèbre, et donc il travaille sur les biomolécules, un qui était sur les matériaux,
et un autre qui était sur toute la partie membrane, et donc tout ce qui est les filtrages membranaires. Nous avons aussi, parce que c'est un groupe important, une plateforme d'analyse et de caractérisation qui possède des équipements hyper sophistiqués, de telle sorte que les PMI, PME de la région viennent faire leur analyse ici. Donc c'est mis à la disposition de leur analyse. Je suis désolé, mais c'est probablement mon expérience d'enseignant qui fait que je ne vais pas rester figé devant, devant un pupitre. En plus, là, je n'ai pas une bonne visibilité. Bon, alors, par conséquent, ça c'est aussi un point extrêmement important et nous travaillons à près de 70 à 75% pour les industriels dans ce système d'analyse. Alors ici, vous avez évidemment la possibilité de promouvoir des projets interdisciplinaires parce que la chimie est quand même, elle intervient dans pas mal de disciplines. Par exemple, ici j'ai mis nanosciences, énergie procédée. Les nanosciences, actuellement, les chimistes sont capables non plus de faire des matériaux, mais de greffer des fonctions sur des matériaux existants. Et donc ça intéresse évidemment les sciences pour ingénieurs. Toute la partie biomolécules et médicaments est extrêmement importante. On a un certain nombre de médicaments qui sont sur le marché, qui ont été développés par les biochimistes du pôle Ballard. Membrane est possédée de remédiation. Et par exemple, agro-ressources, nous avons dans le labo Mousteron un groupe qui a mis au point une molécule qui permet de traiter le milieu sur la vigne. Alors ça paraît incroyable, mais quand on vaporise avec ça, la vigne n'a pas du tout de milieu, et c'est une molécule qui est complètement biologique, et par conséquent sans aucun danger pour l'environnement. Alors tout à l'heure, je vous disais, voilà à peu près ce que représente la chimie en Languedoc-Roussillon. 44 000 emplois par an et 145 entreprises, la plupart d'ailleurs créées à partir des gens du pôle Ballard. Et vous avez tout à l'heure entendu parler des instituts Carnot. Alors l'Institut Carnot, c'est un fonctionnement un peu spécial. Ça veut dire que en fonction du nombre de contrats que vous avez avec l'industrie, l'État vous met l'équivalent d'argent, pas nécessairement pour travailler sur de nouveaux contrats. C'est juste une récompense, si vous voulez, où on vous donne de l'argent qui est disponible pour pouvoir développer votre labo, en espérant évidemment que vous continuerez à la même voie. C'est une reconnaissance de ce que vous avez fait. On a créé un certain nombre de laboratoires coopératifs. Le laboratoire coopératif, c'est un laboratoire créé en commun avec une entreprise. Donc là, il y en a 4 qui ont été créés. Les équipes de recherche technologique et 3 équipes de recherche commune, c'est ERC. Vous avez ici une idée du nombre de jeunes pousses qui ont été créés sur l'espace de 5 ou 6 ans. Jeunes pousses, c'est une salle, 7 projets en incubation. On a aussi un incubateur, évidemment, plus de l'hôtel d'entreprise dont j'ai parlé, qui est fait pour accueillir des équipes de recherche et développement des grands groupes, et Total actuellement est présent à Sanofi aussi. On a aussi, par conséquent, des jeunes pousses qui démarrent. Donc, je vous ai dit qu'on avait un site d'incubation. Alors maintenant, évidemment, le problème, c'était comment réaliser ce campus. Ça a été le gros morceau. Alors, il fallait donc mettre en place un campus intégré, avec les réactions, non pas toujours au plus haut niveau, mais au niveau intermédiaire, des établissements qui avaient peur de perdre un peu leur identité. Alors ça, c'est pas facile parce qu'il a fallu convaincre, d'ailleurs les labos de recherche, on a passé pas mal de temps à les convaincre, et ensuite convaincre par exemple le CNRS que la recherche c'était pas que lui, que les entreprises avaient leur place, que la formation avait leur place, etc. Et que les étudiants, en particulier les étudiants de master et de 3e cycle, avaient tout intérêt à rencontrer également l'ensemble de la population concernée. Donc on est exactement sur la coopération, si vous voulez. Voilà, alors ici je vais vous parler donc un peu de l'axe valorisation et transfert de technologie, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse. Voilà les sujets des 13 jeunes pousses. Donc vous voyez que ça intervient aussi bien sur les problèmes médicaux que sur les polymères, que sur les cellules solaires à partir d'éléments biologiques aussi. Voilà, vous avez à peu près tout. Ici vous avez
Cette salle est extrêmement importante parce qu'elle travaille énormément avec pas mal de municipalités, en particulier pour tout ce qui concerne le traitement des eaux usées. Et donc maintenant on arrive à sortir, à partir, de passant à travers différentes membranes, les eaux qui sont particulièrement pures. Voilà, actuellement nous avons 7 projets en incubation. Et là vous avez un certain nombre de choses qui ont été mises déjà soit en développement clinique, soit en commercialisation. Mais le nombre de brevets, vous avez 64 brevets qui ont été déposés, ça s'arrête là en 2014. Donc de 2005 à 2014. Et évidemment de nombreux prix, etc., qui auraient été attribués à cette organisation. Alors nous sommes maintenant sur le campus qui a été créé. Il n'est pas complètement fini, il y a une partie qui est finie, le reste est encore en finition. Donc on a pris un campus de 5 hectares qui était sur un site commun voisin CNRS 22 établissement français du sang. Alors vous voyez aussi déjà les problèmes en termes de propriété de terrain, ça n'a pas été facile à résoudre. Et donc on a tout regroupé sur le même site avec effectivement une zone de valorisation et de transfert, l'hôtel d'entreprise dont je vous parlais, et la zone de vie elle est extrêmement importante. On regroupe les gens, mais c'est ça qui est important. Je citais hier soir au cours du dîner, je visitais le labo de Jean-Marie Laine à Strasbourg. Il y a un immense immeuble et tout un étage est donné pour une industrie chimique allemande qui s'appelle, le nom va me revenir. Alors je lui ai dit, est-ce que vous avez des contrats, des collaborations? Il me dit, oui, Bayer. Il me dit, écoute, viens voir, on est monté au 5e étage, c'était la terrasse qui avait été organisée en cafétéria. Et tous les gens se rencontraient là. Alors les chimistes de Bayer et les chimistes de Jean-Marie Laine créaient des liens, des affinités, etc. Et effectivement, leur projet de coopération. Donc ça, c'est extrêmement important. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement réussi à réaliser ça. J'y travaille encore, parce que les tendances sont, aussi bien Georges Frêche que Catherine Bréchignac ont disparu du paysage, donc les soutiens forts et dynamiques ont disparu, et les tendances sont de reprendre chacun ses vies. Donc en permanence, il faut vraiment mettre la pression. Donc voilà, vous avez ici tous les partenaires. Ça a été financé, dans le cadre de l'opération Campus, et une opération qui vaut 116 millions d'euros. Donc on ne peut pas se permettre de la rater parce qu'elle coûte très cher. Ça ne vous intéresse pas particulièrement, mais en fait c'est tout le campus chimie. Si. Alors vous avez les légendes qui sont données ici. Tout ce qui est jaune, c'est l'enseignement. La recherche est en bleu, les plateaux techniques en violet, et la valorisation. Et puis vous avez l'espace central et les cheminements à l'intérieur du campus. Voilà. Donc il a fallu regrouper tout ça. Alors ça, c'est fini. Ça, c'est en cours de construction et ce sera fini fin 2017. Donc voilà où on en est. Déjà, l'école de chimie et les masters sont localisés ici. Alors on a l'Institut des membranes qui était déjà dans le coin. Je crois qu'il était, en bleu. L'Institut des membranes est déjà dans le coin, voilà, il est ici. Celui-là, il est fait, donc on ne va pas le refaire, évidemment. Et donc vous avez ici l'ensemble des instituts, le plateau technique, l'enseignement et l'hôtel d'entreprise. Alors, évidemment, pour accompagner ça, on a créé une fondation pour avoir des financements, si vous voulez. Alors la tendance, là aussi, la tendance des établissements universitaires, c'est de dire on crée une fondation, on y met de l'argent, et ensuite cette fondation pourra faire un certain nombre d'actions. Alors je leur ai dit, ça ne sert à rien, si vous donnez l'argent pour faire fonctionner une fondation, autant que vous fassiez les choses. Par contre, il faut mobiliser des financements privés, c'est ça l'intérêt d'avoir une fondation. Et par exemple, le Total met 2 millions par an sur cette fondation et a créé une chaire Total, enfin 2 chaires industrielles actuellement sur cette opération. Voilà, vous voyez, Areva, Total, Sanofi,
l'Union des industries chimiques est membre fondateur aussi de notre projet, et il participe activement. Voilà, et donc là vous avez les objectifs de la fondation, et actuellement, alors elle donne aussi des prix aux meilleurs étudiants. En particulier, quand ils veulent aller faire un stage à l'étranger, ils sont payés par la fondation, et quand ils reviennent, ils nous font un exposé de ce qu'ils ont trouvé, et ça crée une espèce d'émulation à travers l'ensemble de la communauté qui est extraordinaire. En plus, on retrouve les étudiants qui sont transformés, qui deviennent des vrais managers quand ils reviennent. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé tout ce que je voulais vous dire. Et donc, voilà, donc maintenant, suite à l'intervention des trois intervenants, je vous invite à poser des questions si vous avez, si vous voulez réagir sur une des trois présentations, si vous avez des questions précises ou si vous voulez même ouvrir peut-être d'autres champs, je vous invite à prendre la parole. Oui, monsieur le C'est extraordinaire, vraiment, innovation, collaboration, et c'est un besoin qui répond aux besoins de notre temps, de compétitivité et d'individualisme forcené. Je vais aimer surtout dans la deuxième intervention que je vois un cas concret, exemple précis d'innovation, de collaboration, un cas que je puisse toucher, sentir, que ce ne soit pas abstrait. Et d'ailleurs, le conférencier a cité les 46 brevets. Disons, un brevet pertinent, qui soit un exemple, parce qu'il faudrait encourager les gens à faire ça à travers des exemples qui suscitent l'empowerment, la capacitation. Et certainement, vous en connaissez beaucoup, vous ne l'avez pas dit. Non, oui. Comme ça, a priori, il y a eu un brevet qui a été proposé sur un médicament anticancéreux qui maintenant est développé en collaboration avec Sanofi. Alors, le problème des brevets, c'est un vrai problème parce que entretenir les brevets, ça coûte cher. Et donc, il faut en avoir suffisamment de telle sorte que ceux qui produisent nous permettent d'entretenir les autres. Alors, tant que j'étais à la tête de l'université de Montpellier 2, on arrivait à équilibrer à peu près le budget des brevets. Dans le pôle Ballard, il est largement positif. Donc, il y a eu des molécules anti-cancer qui ont été mises au point. Il y a des brevets sur la filtration, par exemple, des eaux usées qui ont été mis au point et qui sont actuellement largement développés. Il y a un certain nombre de brevets comme ça, oui. Merci beaucoup. Je m'appelle Salih Hanafi de l'Université américaine de Beyrouth. Voilà un exemple, un bel exemple de France où l'État jacobin est très fort. On voit qu'il joue un rôle extraordinaire comme intermédiaire entre différents instants de recherche et d'innovation. Et voilà un autre exemple de Liban où l'État malheureusement est absent. Et justement, évoquant un exemple, en fait, au Liban, il y avait un bon exemple récemment sur la question de collection de garbage, de déchets. Et où on a vu les universités, il invite d'autres universités, et il y avait des discussions vraiment liées à un problème scientifique, social, économique, etc. Mais voilà, je veux dire, maintenant, c'est ça ma question, peut-être adressée à Hassan. Qu'est-ce qui se passe après? Je veux dire, il y avait des efforts extraordinaires d'aider les municipalités, l'État à trouver une solution. Il y avait des propositions, des scénarios,
Mais qu'est-ce qui se passe après? Je veux dire, voilà, c'est ça le cycle que je vois qu'il est broken. Merci beaucoup, Sally. Concernant la question des déchets, le problème n'est pas technique, le problème est politique, donc je ne vais pas en parler. Mais par contre, concernant un exemple concret de collaboration, de projet collaboratif qui se fait au Liban, bon, je vais citer quand même ce que nous faisons au centre ABRIC, donc le Beirut Research and Innovation Center, dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle le déminage humanitaire. Et l'idée, c'est qu'il y ait un groupe de chercheurs spécialisés au centre, mais on est conscient qu'une problématique pareille a besoin d'un grand nombre de chercheurs, d'une masse critique de chercheurs, que n'importe quel centre de recherche ici, même universitaire, n'est pas en mesure d'assurer sur une longue période. Donc, on a élaboré un programme de collaboration avec l'université américaine, l'université libanaise et la NDU, où dans chaque université, il y a 2 ou 3 professeurs avec leur équipe de recherche qui contribuent à une partie de ce programme de recherche qui touche à la détection des mines jusqu'à la neutralisation des mines. Et donc, mais ça a été facilité aussi par quand même une intervention de l'État libanais par la mise en place au CNRS de ce qu'on appelle les Associate Research Units, des unités de recherche associées qui ont permis et qui encouragent la collaboration entre différentes universités. Et comment dire, le côté opérationnel n'est pas très facile, mais du point de vue financier et administratif, mais du point de vue scientifique, je peux vous assurer que ça marche très très bien et qu'on arrive à avancer pas aussi vite qu'on veut pour combler justement ce cycle, ce broken cycle dont vous parlez. Ça prend du temps. On a besoin de temps. On a besoin de temps, et puis là, évidemment, les exemples qui ont été présentés sont extrêmement importants pour nous, et j'espère que certains pourront s'en inspirer, parce que ce soit concernant la banque publique d'investissement, BPI France, on a bien vu que ça commence par le commencement. Il commence par le commencement, par le financement de recherche au niveau de l'amorçage, pas au niveau où on est tout près du marché à 7 ou à 9 mois du marché. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la force d'un pays comme la France. Et d'autre part, il y a évidemment la mise en place de ces campus intégrés où on pense à différentes... et ça aussi, c'est des choses qui nous manquent, parce que l'espace physique est extrêmement important, un espace où les gens se rencontrent. C'est pas seulement pour faire du coworking, mais de faire toute la, de traverser toutes les étapes, depuis l'idée de l'étudiant jusqu'à sa thèse, jusqu'à son idée innovante, et puis le travail en commun avec des entreprises, etc. Voilà. Merci. Bonjour à tout le monde. Mona Ghalayani, advisor of UNEP and Young Woman and Businesswoman. Premièrement, merci pour les interventions, elles sont très importantes. Et précisément, je pose ma question sur l'intervention de la BPI. Premièrement, elle est très riche en informations extrêmement importantes, et c'est un modèle très important en fait. Moi, je travaille sur le même projet maintenant avec Zayed University en Abu Dhabi. Et on parle précisément du financement des projets, de ce genre de projet. Ma question est très précise sur les travaux pour améliorer, disons, pour valider les faisabilités des projets. Quels sont ces travaux, précisément? Est-ce que Madame de la BPI peut me répondre, s'il vous plaît?
ce qu'on appelle travaux de faisabilité dans un projet d'innovation, c'est en général au début d'un projet, c'est-à-dire que vous avez un porteur de projet qui peut se présenter chez nous. En fait, nous, on accueille aussi bien des porteurs de projets personnes physiques que des entreprises qui viennent de se créer. Mais quand il s'agit de soutenir l'innovation, en fait, on soutient un projet d'innovation. Donc, on ne s'intéresse pas spécialement à l'entreprise, ses statuts, toutes les dépenses, disons, administratives de création d'entreprise. On s'intéresse aux dépenses qui vont permettre au projet d'innovation de progresser. Et donc, quand on est au stade de la formulation du projet, c'est vraiment le début de tout, c'est-à-dire que le porteur de projet a une idée, il va falloir qu'il l'exprime. Donc il y a la formulation qui est suivie ensuite de la faisabilité. Et la faisabilité va permettre de valider ce qui est dit dans la formulation du projet, le scénario de projet, la proposition de projet, et de valider différents éléments qui vont permettre aux porteurs de projet et aux financeurs de se dire oui, ce projet est faisable, il est réalisable, mais ce qu'il faut avoir comme... et je vais répondre sur les dépenses qu'on finance. Ce qu'il faut tout de même avoir à l'idée, c'est qu'un projet d'innovation, c'est extrêmement risqué. Il y a un risque technique et il y a un risque commercial. Donc le risque technique et le risque commercial, dans la phase de faisabilité, on ne peut pas complètement les anéantir, mais on peut les faire diminuer. C'est-à-dire que plus on prévoit et on anticipe les obstacles, mieux le projet va se dérouler. Et la phase de faisabilité, justement, est extrêmement importante pour faire baisser les risques, en tout cas mieux les maîtriser, et permettre ainsi au projet de réussir ensuite 2 ans plus tard. Donc on accorde beaucoup d'importance à la réalisation de cette étape de faisabilité qui va permettre de valider le projet et en diminuer les risques techniques notamment. Donc nos aides à la faisabilité servent en général à faire des études de marché, par exemple, des études de faisabilité technique, c'est-à-dire savoir quels sont les jalons techniques qu'il va falloir traverser pour réaliser le projet. On peut aussi envisager, ça dépend aussi du secteur du projet, on peut envisager de faire un pré-prototype, une maquette. Il peut y avoir aussi, oui, parce que ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un projet d'innovation, c'est pas seulement la techno. Un projet d'innovation, il y a au moins 5 composantes dans un projet d'innovation. Il y a une composante technologique, bien sûr, mais il y a une composante managériale, organisationnelle, une composante juridique et de propriété intellectuelle, une composante financière et bien entendu une composante commerciale et marketing. Donc en fait, quand on est en faisabilité de projet d'innovation, il va falloir, dans ces 5 composantes, vérifier qu'on a pensé un peu à tout et à tout ce qui va se passer dans le déroulement du projet. Donc par exemple, en faisabilité, quand on s'interroge sur la composante juridique et propriété intellectuelle, on va se dire, la faisabilité juridique et propriété intellectuelle, ça va être de faire un état des lieux, une étude d'antériorité pour savoir si on va pouvoir, à terme, quand on exécutera le projet, déposer un brevet. Donc, on va étudier l'état des lieux en termes de droits déposés par la concurrence.
Donc l'étude, la phase de faisabilité, c'est de valider, de faire les dépenses qui sont nécessaires à avoir une meilleure connaissance de ce qui va se passer dans l'année ou les 2 années qui vont suivre quand on s'engage dans le projet. Bien entendu, par exemple, je reprends l'exemple de l'étude d'antériorité et de la connaissance des droits des concurrents en termes de brevets, par exemple. C'est extrêmement important de faire ça, et ça fait partie des travaux à faire en faisabilité. Parce que si vous découvrez que vos concurrents qu'il y a déjà des brevets qui sont déposés dans le domaine technique du programme dans lequel vous êtes engagé, vous allez, dans ce cas, essayer de faire des travaux qui vont faire en sorte de détourner pour ne pas être accusé de contrefaçon. Hein. Ou alors, vous allez vous dire, bon, ben, puisqu'il y a déjà des travaux qui ont été faits, qui ont abouti à des brevets, qui ont abouti à ces résultats-là, eh bien, je continue dans mon projet, mais je vais prendre la licence de ce brevet. Et la licence de ce brevet, je vais la prendre, et je vais continuer mes travaux, et peut-être que mes travaux vont aboutir ensuite à faire des perfectionnements de ce brevet. Donc, voilà, en termes juridiques et propriété intellectuelle, c'est un exemple, mais il y a des exemples de faisabilité. Donc, dans la composante marketing, c'est effectivement d'abord de positionner, grâce à une étude de marché, ce que l'on souhaite développer, d'avoir un positionnement un peu stratégique, et ensuite qui sera affiné au cours du temps et de l'avancement du projet. Louise Barbotti, enseignante-chercheur à l'Université libano-française et docteur en sciences économiques. Donc, permettez-moi d'abord de vous remercier pour vos interventions. Et ma question s'adresse à Madame Cognon. En fait, on sait bien qu'une grande entreprise, une entreprise de grande taille, est capable de conduire un projet d'innovation toute seule avec ses capacités, ses propres ressources. Et cette idée d'innovation collaborative, c'est vrai qu'elle permet à l'entreprise de réduire ses coûts peut-être et de répartir les risques, mais il y a en contrepartie cette notion de répartition de bénéfices, ce qui n'est pas évident pour une entreprise qui cherche toujours à maximiser ses bénéfices. Donc ma question est la suivante. Selon votre expérience au sein de la BPI en France, quels sont les projets quels sont les projets d'innovation qu'une entreprise de grande taille a intérêt à conduire en partenariat et non pas toute seule? Au niveau de projets collaboratifs, pour les grandes entreprises, bien qu'elles soient grandes, elles ont néanmoins pas toutes les compétences. Mais même si ce sont des grandes entreprises, elles n'ont pas, pour un projet donné, elles n'ont pas forcément en interne toutes les compétences. Par ailleurs, ces grandes entreprises ne sont pas flexibles, ne sont pas rapides. Et enfin, la plupart du temps, leurs centres de recherche, quand ils existent, leurs laboratoires de recherche au sein des grandes entreprises, sont plutôt donc des centres qui vont vers, qui sont dédiés à l'activité de la grande entreprise et non pas une ouverture et un champ d'intervention scientifique aussi large que ceux des centres de recherche en dehors de la grande entreprise, du type CNRS ou laboratoire universitaire. Donc à mon avis, je pense que les grandes entreprises ont tout intérêt, d'ailleurs, elles font partie des projets collaboratifs, ont tout intérêt à participer aussi à des projets qui vont leur permettre, en collaboration avec des centres académiques, d'ouvrir leur champ de recherche à d'autres domaines de recherche qui vont pouvoir contribuer au projet particulier.
c'est-à-dire faire du transfert de recherche d'un domaine électronique, par exemple, à un domaine de biotech. Voilà. Et ils ont aussi intérêt à s'adjoindre aussi, sans que ce soit forcément une obligation, mais à s'adjoindre des services de start-up ou de PME beaucoup plus petites et rapides et spécialisées dans le projet éventuellement ou dans une compétence complémentaire pour travailler plus rapidement. Donc, je pense que les grands comptes ont intérêt. D'ailleurs, on voit que sur les projets des pôles de compétitivité, ils y sont. Hein. Tous les grands groupes français participent au projet des pôles de compétitivité avec d'autres centres de recherche, etc. Et ils peuvent même, dans le cadre du FEI, de toute façon, avoir quand même des subventions. Même Renault vient demander sa subvention de 20 000 €. Hein. La question du rôle de l'État dans ce domaine est vraiment très importante, parce que l'État dans ce domaine ne peut pas imposer la collaboration, ni surtout pas du tout imposer l'innovation. L'État finance, aide, coordonne, synchronise. Et alors l'exemple qu'a donné M. Hassan Razil est vraiment important. Il y a une dimension culturelle de collaboration, une culture de collaboration. Et l'exemple qu'a donné mon ami Hassan, avec collaboration en 3 universités, Hassan qui a brisé une barrière extraordinaire dans l'histoire universitaire du Liban avec cette collaboration. Et comment alors l'université, l'ULF et d'autres universités favoriseraient une culture de collaboration interuniversitaire. Et l'État dans ce cas-là pourrait aider. Et il y a des aides aussi. Merci. Donc je vous invite, merci beaucoup encore aux conférenciers, et je vous invite maintenant à une pause café d'une 20 minutes, une demi-heure.